néo-calédoniens puissent se prononcer sur leur indépendance avec le corps électoral composé uniquement des résidents en 1988 et de leurs descendants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pendant ces accords-là, on a reconnu les victimes de l'histoire. Qui sont les victimes de l'histoire? Les victimes de l'histoire, ce sont les descendants communards qui n'avaient plus le droit de retourner en France. Ce sont les frères algériens qui ont été déportés en 1879 en Kanaki. Ce sont les révoltants de nos frères indochinois. Ça dépend du point de vue. Il y a à peu près 40 langues autochtones. Il n'y en a que 4 qui sont enseignées, et parfois voire moins. Ça dépend, normalement 2 heures par semaine, et des fois c'est que 50 minutes. Soit disons parce qu'elles sont en compétition avec l'espagnol. Donc non, on n'apprend pas notre histoire à l'école malheureusement, sauf si on va en licence en sciences humaines, où là il y a les chercheurs qui nous rapportent leurs recherches, leurs cours, mais sinon pour la plupart on ne connaît pas. Moi par exemple, avant cette année, mes frères et sœurs ne savaient pas qui était Éloi Machoro, le chef Ataï, notre histoire tout court quoi. Donc non, il n'y a pas eu vraiment de grande avancée. Et pourtant l'accord de Nouméa le veut. D'ailleurs, nos langues kanak devaient être des langues d'enseignement, et pourtant elles restent des langues enseignées. Voilà. De rien. Après, il y a la difficulté aussi de construire une histoire commune aussi. C'est-à-dire que tu as le point de vue des indépendantistes et des Kanaks, ceux qui ont connu la répression, et il y a le point de vue du colon. Je pense qu'il y a ça aussi qui est... Je pense que c'est un gros travail. Après, si je me trompe, Isa, c'est juste pour mettre en commun et pour essayer de construire ensemble pour avoir la vérité ou l'histoire. Mais là, je pense qu'il faut se baser sur le point de vue des scientifiques qui rapportent les faits. Et malheureusement, on n'apprend pas ça à l'école. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas le même avis, c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas quelque part faire naître un sentiment nationaliste grâce à l'école, grâce à l'éducation. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il en est du coup du système de santé? Parce que en France, il y a beaucoup cette fierté de la santé gratuite, de la mutuelle, etc. Ce discours que les migrations se font parce que les gens veulent profiter du système français. Et du coup, en théorie, la Nouvelle-Calédonie est considérée comme faisant partie de la France. Donc voilà, qu'est-ce qu'il en est pour les autochtones sur place? Est-ce que vous bénéficiez aussi d'une certaine gratuité? Est-ce que vous avez à payer de votre poche? Voilà, parce que la santé, c'est quand même un sujet important. Ouais, c'est sûr. Donc, en fait, on a à peu près le même système de santé qu'ici, mais sauf que nous, c'est vraiment à l'ancienne de l'ancienne France, quoi. C'est pas les mêmes. Il n'y a pas eu de nouvelles réformes qu'on voit à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on dispose, avant le 13 mai, on disposait de l'aide médicale, ça veut dire c'est un peu comme ici, où les gens pouvaient se soigner, et après ils sont remboursés une partie par le gouvernement. Mais à l'heure actuelle, là, on vous parle, c'est que les médecins peuvent refuser l'aide médicale, c'est-à-dire si on présente l'aide médicale, et ils exigent de payer la totalité de leur consultation en espèces. Ils ont le droit de refuser une consultation si on présente l'aide médicale. Voilà. Ceci dit, en France aussi, ça existait. Hein. Moi, j'étais médecin. J'étais scandalisée d'avoir des patients qui m'appelaient pour me demander dans quel secteur j'étais, si je prenais des dépassements ou pas. Et j'ai entendu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il y avait des médecins qui refusaient de soigner. Et les gens n'insistent pas, parce que même si dans la loi, ils n'ont pas le droit, les gens n'insistent pas parce qu'ils se disent que de toute façon, ils seront mal soignés si c'est quelqu'un qui refuse de les prendre en charge. En fait, ils ne les prenaient pas en charge. Voilà. Okay. Et je pense que c'est encore pire maintenant avec les limitations de médecins. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est sur le problème judiciaire.
est-ce que vous pensez en ce moment que les gens qui sont incarcérés du CCAT vont avoir droit à une justice juste? Parce que, apparemment, d'après ce que j'ai lu, et c'est un journal qui fait autorité, le procureur de Nouméa, il est soumis à une suspicion légitime dans la mesure où il est soumis, puisqu'en France il n'y a pas d'indépendance du parquet, il est soumis au ministre de la Justice. Et donc, je ne sais pas si l'instruction se fera de façon tout à fait impartiale. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, parce qu'on disait qu'apparemment, le procureur de Nouméa, il est dans la main des non-indépendantistes. Oui, c'est ça. Il faut savoir qu'à Nouméa, la plupart des juges et du Haut-Serre, ils sont influencés par les non-indépendantistes, ils sont non-indépendantistes. Et en fait, il y a eu une demande d'épaisement du dossier ici en métropole pour être... qu'on appelle ça pour être neutre. Mais il faut savoir que, comme je vous le rappelais tout à l'heure, nous on a un statut particulier, on est considéré comme un pays, on a un statut sui generis, et du coup la déportation est illégale, parce que c'est comme si on extradait des prisonniers d'un pays à un autre. Et donc là il y a une enquête de l'OIP qui est en cours, et on a des requêtes, là il y a un travail aussi qui est fait, notamment là sur les sites de la CCAT, il y a eu 2 mamans qui sont dedans, eux ils sont en liberté, en liberté entre guillemets, ils ne doivent pas dépasser leur département. Ils ont une obligation de pointage de 3 semaines, de 3 fois par semaine. Et voilà, et le problème c'est qu'ils ne peuvent pas faire venir leurs enfants ici, c'est parce que sinon la procédure va durer encore plus longtemps. Et le souci c'est que ça commence à faire lent aussi pour les prisonniers de la CCAT. Et notamment en espérant qu'avec les discussions de dialogue qui va se passer, ça va faire bouger un peu. Mais on garde espoir quand même. Là, c'est que les auditions préliminaires qui sont passées. Et donc, on verra bien comment ça va se passer. Mais donc, c'est bien le parquet de Nouméa qui, en ce moment, s'occupe de ça. Oui, voilà. C'est bien ça. Préciser quand même que la Cour de cassation a déclaré irrecevable, enfin, non légale, la décision qui a été prise de transférer donc, les dirigeants de la CCAT. Et donc pour l'instant, il n'y en a qu'un qui avait saisi la Cour de cassation, donc les autres l'ont fait suite à cette décision. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vraiment affaire, non seulement on a un fait colonial flagrant et je ne veux pas développer, une politique coloniale d'un autre siècle, je dirais. Et on a un président de la République qui, effectivement, comme tu le rappelais tout à l'heure, avait fait des déclarations par rapport à la colonisation, donc avant d'être élu, et qui fait exactement le contraire. Mais bon, c'est pas la seule situation où ça se présente, mais effectivement, il y a un fait colonial très grave en Kanaki, on en parle très peu, et c'est aussi une des raisons qui nous ont motivés pour organiser cette réunion ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole ? Oui, bon, déjà, merci, vraiment merci d'être là et d'essayer de nous expliquer tout ça. Moi, quelque chose en tant que militante, voilà, quelque chose me frappe particulièrement depuis des mois, depuis de ces histoires de refus, de tentatives de dégeler le corps électoral, voilà, qui a provoqué, reprovoqué les réactions, les révoltes, etc. et tout ce que vous nous expliquiez là aujourd'hui. Ce qui me frappe, c'est que en France, on a un vrai problème de connaissance, de communication. Si vous dites que dans vos propres écoles, etc., votre histoire ne vous a pas été partagée, transmise, réfléchie, discutée, voilà, apparemment, ce qu'on appelle la métropole, mais bon, en France, là, ici, c'est pareil, quoi. Enfin, je veux dire,
il y a zéro information. Les fois où le peu de tracts qu'on distribuait, on avait l'impression, sur le sujet, l'impression vraiment que on parlait de quelque chose que personne ne connaissait, quoi. Voilà. Donc, je voudrais revenir sur cette question à la fois de désinformation, c'est le blackout, et à la fois de nécessité d'information, parce que si effectivement, du point de vue juridique, etc., c'est fondamental que pour espérer avancer et politiquement et juridiquement, ça va ensemble, sur ces questions, il est nécessaire qu'il y ait de l'information. Voilà, donc je pense, je ne sais pas comment, mais c'est difficile. Je pense que si on a, d'un point de vue politique, militant, quelque chose de fondamental à faire, c'est de travailler sur l'information, le partage, les témoignages, voilà, de sortir du déni. C'est la première chose qu'on peut faire en tant que militant politique, je pense. Enfin, essayer de participer à ça. Moi, je voudrais aborder le problème du racisme à Nouvelle-Calédonie. Donc, comme tu disais, Richard, la colonisation a beaucoup de méfaits, entre autres, c'est un nid pour la naissance et la propagation du racisme. Et donc, si on va sur des sites d'information généralistes, on parle essentiellement du racisme anti-blanc. Et il faut aller sur des sites plus spécialisés. Je pense à Mediapart, par exemple, puisque je lisais un article là-dessus, sur la LDH, la Ligue des droits de l'homme en Nouvelle-Calédonie, où là on parle du racisme, à mon avis, de manière plus objective. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de la traduction dans les faits sur le racisme en Nouvelle-Calédonie? Déjà dans l'histoire, par exemple le terme kanak dont parlait Joey tout à l'heure, c'est vrai que c'est en langue hawaïenne, kanak, kanaka, tangata, dans toutes ses formes en langue océanienne, mais il a été repris ce terme par les colons par exemple pour nous insulter de sauvages. Ça veut dire homme, mais eux ils l'ont repris, kanaka, ils ont mis un C et un QE aux deux occlusifs, les deux sont que. Et donc c'était utilisé pour nous insulter. Il y a dans nos appellations, on nous traitait de kanak, de cafard, par exemple. Il y a aussi cette répression par rapport à la jeunesse kanak par les forces de l'ordre qui existait déjà avant. Lui aussi le disait, par exemple, il y a cette peur, quand il y a des forces de l'ordre, on sait tout de suite que s'il se passe quelque chose, on va être observé, donc il y a ce sentiment d'insécurité face à eux aussi. Il y a, par exemple, sur nos langues qui ne sont pas reconnues, c'est aussi pour moi une forme de racisme parce qu'on ne reconnaît pas quelque chose qui parle de mon identité. Donc c'est aussi du racisme. Il y a plein de formes de racisme, mais il y a ça. Et par rapport au racisme anti-blanc, je pense que c'est un peu faux de parler de racisme anti-blanc au Kanaki, parce qu'il n'y a pas que des indépendantistes kanak. Il y a être indépendantiste et il y a être kanak d'origine, et kanak d'origine internationale. Et dans les marches, par exemple, dans les mobilisations, il n'y avait pas que des Kanaks, il y avait les Océaniens, mais il y avait aussi des Français qui se disent Kanaks d'origine française, par exemple. Et en face, on a les loyalistes qui parlent de racisme anti-blanc, qui nous diabolisent, qui nous traitent de terroristes, qu'on est des voleurs,
quand on est là pour prôner la violence, quand nous, de notre côté, on prend un message de paix et on dit aux autres, venez, on va construire ensemble un pays, on va avancer. Donc voilà, dans les discours aussi, il y a du racisme, dans la diabolisation de qui nous sommes et dans la volonté d'effacer nos valeurs. Après aussi, pour compléter ça, c'est les formes, enfin, c'est les médias, ils ont été manipulés aussi par la droite locale. Donc ils montraient que des images, voilà, où il y a eu des insultes envers les Européens. Mais du coup, il faut voir le racisme discret qui se passe en Calédonie. Ça veut dire, quand un Kanak veut louer une maison, il est Kanak, ils ne vont pas vouloir louer un Kanak, ils vont pouvoir faire l'égalité à l'emploi. Il y a ça aussi. L'égalité à emprunter dans les banques. Il y a ça aussi. Tout ça, c'est tous des formes de racisme dissimulées, mais de forme indiscrète. Et de toute façon, ils disent que c'est nous les racistes, mais regardez le 14 juillet, la déclaration de Sonabakès. La culture kanak et la culture européenne, c'est comme l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. Et voilà, c'est elles qui veulent faire un phénomène d'apartheid. Ça veut dire que la province sud, ça va être une province de couleur blanche. Déjà, il faut voir l'évolution du centre-ville. Qu'est-ce qu'ils ont fait le centre-ville? Ils ont tout délocalisé dans les quartiers sud. Ils veulent faire Nouméa d'une ville blanche. Ça veut dire qu'il y a énormément de... À l'époque, il y a eu des maisons de quartier, il y avait le sport action, ça veut dire que pour nos jeunes qui étaient... parce qu'il faut savoir aussi, le système occidental qui enseigne en France, il n'est pas forcément adapté en Kanaki. Et ça veut dire que ces jeunes-là qui sont à la dérive, il y a eu des structures à l'époque qui ont été faites, financées par la province sud notamment, pour essayer de les recadrer, les mettre dans le sport ou les revenir dans la culture. Toutes ces subventions-là, ils ont été supprimées. Et ça veut dire quoi? Ça continue à gratter l'inégalité, à creuser l'inégalité des chances, l'inégalité de réussite. Et voilà, de toute façon, le Kanak, il est toujours considéré comme un bon à rien et qui est bon à casser. Donc voilà, c'est sous les formes générales. C'est parce que les médias locaux, ils ont été manipulés par la droite locale et ils n'ont même pas pris le temps d'aller interroger les familles ou interviewer les familles dans les quartiers nord. C'est que les intervenants dans les quartiers sud. Et donc, voilà. Quand tu regardes le Haut-Serre aussi, qui félicite l'action des milices qui sont créées pour protéger leur quartier, tu dis qu'il y a aussi une impartialité. Et quand tu regardes que les personnes qui ont assassiné nos frères sur les barrages, ils sont que assignés à résidence avec un bracelet, alors que nos représentants de la CCAT ont été déportés en métropole, la question elle se pose aussi, elle est où le racisme? Voilà, c'est juste pour compléter. Bonsoir et merci d'être venu jusqu'à nous. On en a besoin d'entendre des choses comme ça. Enfin, on est assez loin en fait et c'est vrai qu'on a beau savoir que les médias font de la propagande inverse de votre discours. C'est bien de l'entendre comme ça de vive voix directement. Moi, je voulais juste faire un parallèle avec la colonisation israélienne. Parce qu'en fait, je trouve que c'est la colonisation française, là, ce qui se passe en Kanaki, finalement, ça ressemble beaucoup à la colonisation israélienne. Parce que, par exemple, quand vous dites qu'à un moment de votre histoire, vous étiez 50 000 et vous êtes retrouvés à 25 000, ça ressemble un peu à un génocide, quelque part. Et ensuite, quand on prend... Ce que vous me dites là sur le sud, qu'il y a des checkpoints qui bloquent les gens et que du coup tous les villages sont considérés comme des terroristes. Et ça, au niveau de la santé, finalement c'est pareil, on vous punit, on vous enlève la possibilité de vous soigner, donc ça, les droits humains ne sont pas respectés. Au niveau des ressources, on vous prend votre minerai, on l'exploite, on prend toutes les richesses, on les assèche. C'est un petit peu par rapport à la Palestine, si on fait une comparaison,
c'est un petit peu quand les colons ils prennent les oliviers, qui prennent toutes les terres, qui prennent l'eau des barrages et tout ça. Donc en fait, ils vident le pays de ses ressources. Et du coup, enfin, c'est peut-être un petit peu pour ça que le gouvernement français ne reconnaît pas la violence du gouvernement israélien. Parce que peut-être que c'est des choses qu'on fait, mais qu'on ne peut pas admettre. Alors, bon, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas autant de morts actuellement que ce qui se passe en Palestine, mais il y a beaucoup de parallèles pour moi. Voilà ce que j'avais à dire. J'ai une dernière question, après je vais partir. Concrètement, en tant qu'individu lambda, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir votre cause? Déjà, venir ici, c'est déjà contribuer à nous aider, parce que c'est déjà montrer que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, avec ce que fait l'État dans notre pays. Et pour nous aider, peut-être des dons, parce que comme vous disiez Julia tout à l'heure, ce qu'on fait nous ici avec le MKF Lyon, c'est qu'on essaie d'apporter une aide financière et des dons en vêtements à nos prisonniers, nos frères et sœurs déportés ici. Et donc peut-être commencer par nous suivre pour voir nos actions, les partager, pour qu'on fasse toujours entendre parler de nous et de des actions qu'on mène, mais aussi qu'on n'oublie pas ce qui se passe au Kanaki, mais aussi pour permettre aussi aux gens de savoir, des gens ici, de savoir ce qui se passe et de pouvoir venir à la manifestation afin d'apporter des dons pour ça, pour notre mouvement. Voilà. Merci. Je voudrais rappeler que donc il existe donc un collectif national donc Solidarité Kanaki. Alors vous pouvez aller sur le site. Hein, bon, il n'y a pas énormément d'informations, mais ce collectif édite donc un bulletin. Il y a le dernier numéro là qui vient de sortir. J'ai pas eu le temps de l'éditer pour le reproduire pour ce soir, mais il est téléchargeable sur le site. Et je voudrais rappeler que donc effectivement il y avait eu des mobilisations en France dans les années 80, donc il y avait des comités Kanak. Je porte un badge qui date de cette époque. Donc c'était à l'époque d'OVA et tout ça, entre 86 et 90 en gros. Mais ce collectif national, il existe depuis assez longtemps. Mais malheureusement, donc, il est composé de très peu d'organisations. On retrouve donc la CNT, l'Union syndicale solidaire, il y a Survie, il y a Attaque qui a rejoint, il y a le NPA, Ensemble, l'Union communiste libertaire. Non. Et puis donc bien évidemment donc, le MKF. Et puis donc le syndicat donc Kanak. Donc ce collectif il essaie de faire connaître un peu donc ce qui se passe donc en Kanaki dans cette colonie. Hein. Je rappellerai également que la France, il y a actuellement des mouvements sociaux dans d'autres colonies françaises, dans les Antilles notamment. La France reste un État colonial. Il se comporte en tant que tel, et on a pu avoir des témoignages ce soir qui montrent comment la métropole, l'État français se comporte dans les colonies. Et donc, effectivement, il faut le faire savoir, il faut témoigner, et je pense que cette réunion ce soir, peut-être très modeste, elle a essayé de donner à connaître un peu une réalité, la réalité kanak. Et je pense que, en tant que citoyen français,
militants de gauche au sens large, je dirais, on doit se mobiliser pour que, effectivement, cesse cette politique coloniale française, parce que c'est vraiment insupportable. On est en 2024, est-ce que on va conserver ces colonies, comme on disait jadis, ces confettis de l'Empire, hein? Certains pensent encore que la France est un empire. Je voudrais quand même, avant, je vois qu'il y a certaines personnes qui commencent à partir, donc on m'avait demandé de passer une info, donc je vais la passer. Mercredi prochain, donc 18 décembre, donc à 17h, rassemblement donc à l'Agora, donc à l'occasion de la Journée internationale des migrants. Donc c'est une journée importante et c'est important aussi de se mobiliser dans la situation actuelle. Surtout, donc bon, le Retailleau est provisoirement parti, mais il va peut-être revenir. Et de toute façon, ses prédécesseurs n'avaient pas fait mieux. Donc voilà, c'est une cause importante pour laquelle il faut se mobiliser. Et je voudrais quand même que nous remercions donc, nos invités, donc Isabelle et Rogia. Voilà. Ça me fait plaisir de venir, de se déplacer jusqu'au Benin. Parfois c'est un peu compliqué, surtout par ces temps de grève SNCF. Ils ont dû prendre un blablacar. Bon. Mais nous n'allons pas nous élever contre les grèves de la SNCF. Si, il faut toujours chier, ils sont toujours en grève. Donc merci à eux d'être venus jusqu'au Benin. Vous remercier pour ça. Et il faut savoir une chose, là la justice qui sera menée, on espère que pour les 7 de la CCAT, et notre président du FNKS sera libéré, et non comme le jugement des 10 de Tchadanic, où il y a eu 2 fois des non-lieux, où les accusés ont été acquittés. Il faut savoir que c'est la justice de la France, c'est ça. Merci beaucoup à tous. Moi, je voulais juste vous remercier déjà pour tous ces sourires, un accueil chaleureux et voilà, de cette initiative. Ça fait du bien de pouvoir parler de son pays et surtout de partager avec vous ce soir. Merci encore.